Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes en direct sur RAL24 News. Vous regardez Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Nouvel échec pour les Nations Unies en Libye. Le représentant spécial du secrétaire général de l'organisation, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, démissionne. Le 16 du mois en cours, Abdoulaye Bathily jette l'éponge et met en cause, je cite, le manque de bonne foi des dirigeants libyens et les ingérences étrangères. Un cocktail explosif, si on lit entre les lignes. Cette démission est un coup dur pour l'ONU qui, après 13 ans de mission, 7 chefs consécutifs et plusieurs démissions. Si le départ de Bathily jette le trouble sur l'avenir du processus de paix dans la Libye, il faut cela dire revenir aux origines du mal libyen, dont semble être scellé au moment où la France, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mène une opération militaire belliqueuse, l'opération Hartmann. Et dès lors, les violations du droit international sont notées. Le Conseil de sécurité adopte la résolution 1973, instaurant une zone d'exclusion aérienne. Cela dit, une intervention sur le sol est menée à l'encontre de la dite résolution. L'opération Hartmann, lancée en 2011 du nom du vent Hartmann, semble 13 ans plus tard avoir soufflé bien plus fort que ce que l'on pouvait espérer et se transforme en un ouragan dévastateur pour la Libye. Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, ce soir, il s'agira pour nous de nous pencher sur le dossier libyen. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagnée ce soir sur mon plateau de Linda Larbaoui, analyste politique. Bonsoir, Linda Larbaoui. Bonsoir et je suis heureuse d'être à Alger en ce moment. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'aurai également le plaisir d'être accompagné d'un habitué aussi de Cap sur l'Afrique, Saïd Ayachi, observateur des questions internationales, par ailleurs aussi président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Monsieur Ayachi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et depuis l'Italie, j'aurai le plaisir d'être rejointe par Skype de Giuseppe Aconcia, journaliste spécialiste de la Libye. Monsieur Aconcia, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir à vous. Merci. Alors, avant d'entamer le vif du sujet et de nous pencher sur la démission de Bathily qui a jeté un trouble sur la mission de l'ONU, on va se pencher sur l'historique de cette Libye. On revient à 2011. Alors, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui définir l'opération militaire qui a été menée par la France, comme je l'ai cité, une opération controversée, n'est-ce pas, Madame Larbaoui ? Cette opération n'a pas démarré en 2011, elle a démarré en 2007 quand Condoleezza Rice avait proposé au Congrès américain de revoir tous les accords avec tous les pays amis ou pas amis et d'en finir avec tous ces chefs d'État usés par le temps et qui sont plus désirés par leur population. C'est à ce moment-là que des décisions avaient été prises, pas uniquement par la France. Il ne faut pas oublier le rôle des États-Unis. Aujourd'hui, on ne parle plus de France, c'est terminé, on parle de l'Europe. Mais on ne parle plus non plus de l'armée française, c'est l'armée otanienne. Il ne faut pas oublier que quand cette opération a démarré, Sarkozy a remis la France dans l'OTAN. Et le rôle aussi du Royaume-Uni. C'est un rôle très très important. Regardez, en ce moment, on se penche sur le problème de Gaza, sur le problème de la Libye, mais on ne parle jamais du rôle anglais. C'est les Anglais qui étaient là pendant Sykes-Picot, ce n'est pas les États-Unis. Donc c'est un rôle occulte pour certains, mais pour ceux qui analysent bien, eh ben, le rôle des Anglais est très important. Et malheureusement pour lui, Kadhafi, c'est son fils qui l'a mené vers ce chemin, ou s'allier avec l'Angleterre et avec la France aussi. Donc l'origine de ce mal remonte quand les Américains avaient décidé aussi de créer Africom et de créer Syntcom. Et les deux sont en Afrique. Africom est au Maroc et Syntcom est en Égypte, c'est un pays africain. Donc c'était revoir toute la politique et toute la géopolitique qui nous a menés vers ça. Mais heureusement pour la Libye, heureusement pour l'Afrique, que la Syrie a résisté à ce printemps arabe et l'Algérie n'a pas succombé. Le peuple algérien avait pris conscience
Ce qui s'est passé en 1988, on n'a pas voulu le revivre. Donc le peuple algérien a résisté, il n'est pas tombé dans le piège. Et c'est ça qui peut aujourd'hui sauver la Libye, puisque l'Algérie a retrouvé ses forces, elle a résisté, et la Syrie aussi a résisté à tout ça. Très bien, Linda. Je viens vers vous, Monsieur Ayachi. Linda Larbaoui vient de nous placer dans le contexte du monde arabe de l'époque en 2011 où il y a eu le printemps arabe qui ont lourdement été soutenus par les puissances occidentales et par l'Europe notamment. Est-ce que finalement, et on l'a dit dans notre introduction, finalement cette opération qui est controversée aurait pu être stoppée au moment où on s'est rendu compte qu'il y a eu violation du droit international? Alors en vérité, d'abord, hélas, le constat est là, ça fait 13 ans que le peuple libyen vit une situation tout à fait inacceptable, intolérable, mais cette situation n'est pas venue toute seule. Il est plus juste de ne pas parler d'opération, mais d'une agression contre un État souverain et contre un peuple qui ne demandait aucune intervention étrangère. Il est clair que maintenant tout le monde s'en mêle. Il y a 13 pays, nous allons en parler tout à l'heure, qui interviennent plus ou moins directement dans les affaires libyennes. Vous avez parlé de la démission de M. Batili après, je crois, plus d'une dizaine d'envoyés personnels du secrétaire général pour la Libye. M. Batili s'est trouvé dans une impasse face, vous l'avez dit dans l'introduction très justement, à la mauvaise volonté des responsables libyens, mais surtout aux manœuvres des pays étrangers qui défendent leurs intérêts sur le dos du peuple libyen. Et aujourd'hui, il est clair que nous n'en sortirons pas s'il n'y a pas une volonté des responsables libyens eux-mêmes qui doivent faire face à un véritable complot international contre la Libye. Vous avez parlé aussi dans votre introduction de façon très juste de la zone d'exclusion aérienne, soi-disant pour défendre les populations. Mais en même temps, on bombarde une autre partie des populations quand il s'agit de Tripoli, parce que tout simplement, il y avait des objectifs qui étaient bien arrêtés entre ces puissances étrangères et parmi les plus grandes du monde. Il fallait éliminer le Kadhafi parce qu'il avait des idées qui allaient à l'encontre des intérêts de ces peuples. Souvenons-vous d'abord de ce qu'il a insufflé comme vitalité dans l'Union africaine, à Sirte, en 1999, et puis son projet de créer le dinar africain, ce qui menaçait bien entendu l'hégémonie du dollar. Ajoutant à cela que c'était un dirigeant qui était jugé comme étant d'abord ingérable, puis après infréquentable, puis après condamnable. Et par conséquent, il fallait éliminer Kadhafi sous un prétexte ou un autre. Et il y a eu cette agression intolérable qui a d'ailleurs dépassé les termes du mandat donné par l'ONU. Les forces de l'OTAN ont largement débordé sur le mandat qui était le leur. Et bien entendu, il en est sorti non seulement un chaos donc provoqué, organisé, entretenu par des États étrangers pour servir leurs intérêts, mais aussi il en est sorti deux monstres qui menacent la région. D'abord, la dissémination des armes, parce que les arsenaux libyens qui étaient pleins à craquer ont été pillés et les armes ont été disséminées dans tout le Sahel. Et aujourd'hui, nous avons des bandes organisées terroristes fortement armées avec l'arsenal libyen. Et puis, il y a ce drame intolérable, inhumain, de l'immigration clandestine dont la Libye est le premier point de départ vers l'Europe et la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert pour des milliers de candidats à l'immigration. La Libye et le Sahel, on va en parler justement dans un instant. Je viens vers vous, Giuseppe. Consia, comme l'a dit, et là encore, elle nous a resitué dans le contexte historique, nous ramenant jusqu'aux accords de Sykes-Picot ou encore en 2007. Beaucoup d'observateurs estiment que la genèse des convoitises des puissances sur la Libye sont beaucoup plus anciennes que 2011. Qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait. Et là, les catastrophiques attaques de l'OTAN
de 2011 ont plongé la Libye dans un état de chaos, dans un état chaotique, dans un chaos politique, un état failli où il y a plusieurs milices qui amènent une guerre par procuration. Et en fait, là, il y a des puissances étrangères qui ont un fort intérêt à amener, à contrôler des régions dans le pays. Donc, le pays est partagé, divisé dans le gouvernement de Tripoli avec le premier ministre Abdelhamid Dbeibeh qui est arrivé après Fayez al-Serraj, après les accords de Skhirat de 2015. Et de l'autre côté, la Cyrénaïque avec Osama Hamad. Avant, il y avait Fatih Bachar et ils ont essayé de contrôler ce côté du pays avec le support du général Khalifa Haftar à Tobrouk. Et en fait, il y a les puissances internationales impliquées dans le côté de la Cyrénaïque, c'est surtout l'Égypte, mais même la Russie, les Émirats arabes unis et les milices Wagner et 211, 64 et plusieurs milices qui soutiennent ce projet de Tobrouk. De l'autre côté, il y a la Turquie, le Qatar qui soutiennent les mercenaires syriens et turcomans et aussi les milices de Misurata qui soutiennent le projet de Dbeibeh à Tripoli. Donc le pays est complètement divisé, complètement plongé dans le chaos avec plusieurs acteurs internationaux qui sont impliqués dans un conflit qui va jamais terminer et qui même continue à donner une situation tellement chaotique qu'il y a d'un côté le business d'immigration qui s'amène dans le pays et de l'autre une guerre par procuration qui amène au moins deux ou trois grands États qui sont impliqués. D'un côté, il y a la Turquie et la Russie qui ont partagé, ont divisé les pays dans les deux grandes zones d'intérêt, la Turquie plutôt vers Tripoli et la Russie plutôt vers Benghazi, Tobrouk et la Cyrénaïque, mais même l'Égypte. Donc là aussi, il y a dans ce moment-là une phase de rapprochement entre la Turquie et l'Égypte. Là, on va voir si ça va mener à un dialogue entre les deux côtés, donc entre le gouvernement de Tripoli et le gouvernement de Tobrouk. Et il faut toujours ajouter qu'il y a les djihadistes qui sont encore présents dans certaines villes, qui sont surtout les villes où il y a comme les villes côtières, et comme Sirte et Derna. Et l'importance du pétrole est toujours la compagnie nationale qui doit gérer ça. Donc la Libye contemporaine est très compliquée, très divisée, très chaotique, et ça peut expliquer très clairement pourquoi Bathily n'a pas pu faire son boulot d'amener à des élections dans un pays qui sont 10 ans qu'ils n'ont pas des élections, il n'y a pas des élections politiques. Très bien, Giuseppe. Je viens vers vous, Linda Larbaoui. On l'a vu, la coalition, ou comme l'a signalé notre invité, M. Hayashi, n'est pas une opération militaire, mais une agression étrangère à l'encontre d'un pays souverain. Quels étaient les intérêts directs, finalement, de cette coalition qui voulait à tout prix détruire la Libye? Les États-Unis, ces dernières années, ont mis la main sur pratiquement tout ce qui est pétrole dans le monde. Et l'intérêt, c'était le gaz. Et malheureusement, Kadhafi avait pris le pouvoir par un coup d'État qui contrait justement le roi Snoussi et qui contrait les intérêts italiens. D'ailleurs, la même période, il y a Enrico Mattei qui est assassiné par un missile et Kadhafi qui fait un coup d'État. C'était l'homme de la France, Kadhafi, puisque 2 mois après, c'est la France qui lui a vendu les armes. Donc c'est là où on peut définir pour qui il roule. Kadhafi, malheureusement, est tombé dans le même piège qu'il avait mis pour le roi Snoussi. C'est les hydrocarbures. Et la Libye, un peuple, aujourd'hui, ils sont moins de 6 millions, avec tout ce que ce pays regorge comme richesse au niveau des hydrocarbures, au niveau aussi des mines d'or. Donc Kadhafi devait gérer tout ça. Et puis il y a Kadhafi avant le Kirby, l'opération Le Kirby, il y a Kadhafi après le Kirby. Est-ce que finalement les enjeux internationaux et l'échiquier géopolitique mondial n'a pas pris au piège Kadhafi, puisque vous estimez qu'il y a une contradiction? Tout à l'heure, notre invité nous disait il ne faut pas oublier ce que Kadhafi était pour l'Afrique, notamment la remise en cause du dollar ou encore l'unification de l'Union africaine. Il a appelé à la réforme à plusieurs reprises, et le fait que Kadhafi, quelques années plus tard, se retrouve finalement à être obligé de négocier avec la France.
Pour pouvoir analyser, il faut arrêter de tomber dans la propagande des Américains. Kadhafi, quand il a fait son coup d'État, c'était contre l'Algérie déjà. Il nous a fait beaucoup de mal. Kadhafi a été impliqué dans la mort de Thomas Sankara. Et ça, c'est le Burkina qui le dit, il y a des documents. Donc, pour dire que Kadhafi était bon pour l'Afrique, Kadhafi a dominé le Sahel. Quand Kadhafi a décidé, d'après le Burkina, il a décidé d'éliminer Thomas Sankara, c'était pour avoir la même mise en Afrique. Kadhafi, c'était le premier qui a employé des mercenaires en Afrique. Kadhafi, il menaçait l'entité sioniste, mais il a dirigé ses armes vers le Tchad. Donc il faut rappeler qui était cet homme-là. Je ne suis pas là pour juger cet homme, il est parti, mais c'est pour qu'on puisse comprendre la situation libyenne et comment on peut s'en sortir. Si on ne revient pas à l'origine du mal, on ne peut pas s'en sortir. C'est pas possible. Quand je dis on ne peut pas s'en sortir, l'Algérie est impliquée. Il y a quand même 900 kilomètres de frontières entre la Libye et l'Algérie. Et il y a Haftar qui n'arrête pas de menacer l'Algérie aussi. Pourquoi ? Parce que l'Algérie est l'objectif aussi de ces pays otaniens. Nous sommes toujours menacés par l'OTAN. Ça, c'est clair. Et quand j'ai dit tout à l'heure, heureusement que l'Algérien n'a pas succombé, il n'est pas tombé dans le piège du printemps arabe, et c'est ça qui peut sauver la Libye. Mais il faut, aujourd'hui, avec l'histoire qui se passe à Gaza, toute la géopolitique mondiale a été revue, donc il faut revoir aussi les rôles de ces gens qu'on a pris pour des héros, alors qu'en réalité, ils ont roulé pour l'Occident. Et si on ne remet pas les choses dans leur contexte, on ne pourra jamais avancer. On va rester dans la propagande des Américains, la propagande des Français et des Anglais, et puis malheureusement, un jour ou l'autre, il y a bien un autre pays qui va payer le prix. Donc Kadhafi il n'a pas fait du bien à l'Afrique, il a fait du mal. Il voulait être le roi de l'Afrique, il a fait beaucoup de mal à l'Algérie aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier. Jusqu'à la dernière minute, quand il a eu besoin des Algériens, c'est les Algériens qui sont partis sauver sa famille. Donc moi, aujourd'hui, je défends l'Afrique, je défends les positions algériennes parce qu'elles ont toujours été justes. Au niveau des Nations Unies, l'Algérie a toujours été du bon côté, et c'est ce que nous essayons aujourd'hui de faire comprendre aux gens et de dire que le problème libyen, il ne remonte pas à 2011. C'est un pays tribal. C'est un pays si les partis libyennes ne se mettent pas d'accord, elles ne pourront pas s'en sortir. Et ça, c'est clair. Mais pour qu'elles puissent s'en sortir, il faut, ce qui vient de se passer entre la Libye, l'Algérie, la Tunisie, peut arranger le coup. Il faut dégager toutes ces forces occultes qui sont là. Même notre allié, la Russie, joue un rôle quand même assez occulte avec les groupes Wagner. Et puis on va revenir sur les rôles des puissances dans un moment. Saïd Ayachi, Linda vient de nous dire que Kadhafi était un personnage très controversé. Ça fait encore mouche dans plusieurs médias sur le rôle de Kadhafi avec la France, notamment l'élection de Sarkozy ou le financement de sa campagne. Mais on va rester sur la chronologie des événements qui ont mené à la Libye un imbroglio constitutionnel où on a presque l'impression que la Libye ne peut pas sortir de cet imbroglio institutionnel, surtout que c'est la deuxième fois que la Libye est divisée au sein même de ses institutions. On a l'impression qu'il y a deux rois à la tête d'un seul pays. D'un côté, il y a le Parlement de Tobruk qui soutient Fathi Bashara, et de l'autre, il y a à Tripoli le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Est-ce que ce scénario n'est pas des indicatifs finalement des puissances qui veulent diviser la Libye? Oui, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que le drame que vit le peuple libyen est un chaos organisé, provoqué et entretenu par des puissances étrangères qui ne veulent pas d'une solution en Libye. M. Bathily et tous les envoyés personnels du secrétaire général de l'ONU qui l'ont précédé se sont tous heurtés d'abord aux manœuvres des puissances étrangères qui ne veulent pas bien entendu, il y a un double langage, mais ça maintenant, les masques sont tombés, on le sait, il n'y a que ça dans les relations internationales, le double langage des grandes puissances.
on pousse le secrétaire général à désigner un envoyé personnel pour pouvoir trouver une solution à la crise libyenne, mais de l'autre côté, on entretient la division au sein des responsables libyens, et c'est ainsi que nous avons bien sûr, grosso modo, 2, sinon 3 Libyes, 3 pouvoirs en Libye, et aucun des responsables libyens n'est libre de sa décision. Le drame de la Libye en ce moment, c'est que les responsables libyens ont perdu toute indépendance dans la décision politique pour trouver une solution à la crise que vit leur pays, et tous, les uns et les autres, obéissent à des agendas de puissances étrangères qui leur disent ce qu'il faut faire à distance. Bien entendu, dans tout ça, l'Algérie l'a montré dès le départ, elle a parlé d'une solution par un dialogue inclusif de toutes les parties libyennes, pour que les Libyens, la Libye ne peut être sauvée que par ses enfants, lorsqu'ils se mettront autour d'une table et qu'ils discuteront pour aplanir, étape après étape, les difficultés qui les divisent. Et tant qu'ils ne feront pas ça, il n'y aura pas de solution pour la crise libyenne. Or, ils ne peuvent pas pour le moment faire cela, parce que précisément, les uns et les autres obéissent à des capitales étrangères. Et il faut dire que la situation telle que la vit la Libye maintenant, nous avons parlé tout à l'heure de la dissémination des armes et des bandes terroristes du Sahel, c'est un problème, c'est une source de grande insécurité pour les pays de la région, entre autres pour l'Algérie. Et donc, un des objectifs du président Tebboune, quand il a appelé à cette concertation entre les 3 pays, la Libye, la Tunisie et l'Algérie, c'est d'abord pour poser le problème de l'insécurité, pour assurer une sécurité maximum entre les 3 pays, en plus d'un développement économique dans l'intérêt des peuples de la région. Mais c'est l'insécurité qui prime en ce moment, et l'insécurité, elle ne peut être assurée par un pouvoir central que lorsque ce pouvoir central est stable. Or, il n'y a pas cette stabilité en Libye. Il y a une stabilité relative qui trompe en réalité une stabilité à l'est de la Libye, une stabilité à l'ouest de la Libye, une pseudo-stabilité vers le sud de la Libye, mais il n'y a pas une stabilité générale de la Libye. Parce que de l'étranger, on ne veut pas que ce pays soit stable, on ne veut pas que ce pays trouve une solution. C'est ce qu'a constaté M. Bathily et d'autres avant lui, et il sait qu'avec les Libyens, il pourra peut-être avancer, encore qu'il y a beaucoup de mauvaise volonté, parce que, je le redis, ils ne sont pas libres de leurs décisions, mais surtout parce qu'il s'est heurté, il a compris à ces manœuvres de ces puissances étrangères qu'ils ne laissent pas. Rappelez-vous que les États-Unis d'Amérique ont refusé 2 émissaires algériens qui étaient désignés pour s'occuper du problème libyen. M. Lamamra d'abord et M. Bourkadoum ensuite, parce que l'Algérie avait un plan de résolution de la crise libyenne. On a reçu les frères libyens à Alger à plusieurs reprises, on a discuté toujours le dialogue inclusif, c'est-à-dire sans exclure personne, pour qu'on puisse trouver, avec des concessions des uns et des autres, arriver à sauver la Libye. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, le gros problème qui se pose maintenant, c'est que les responsables libyens n'ont aucune indépendance de leurs décisions. Tous ils obéissent à des oukases, à des orientations qui viennent de l'étranger, et ces orientations, bien sûr, sont antagonistes dans la mesure où les uns et les autres défendent des intérêts étrangers qui forcément ne concordent pas toujours. Ce sont des intérêts qui s'entrechoquent, et on a vu. Quant à Kadhafi, n'oublions pas que en 2010, il était l'invité d'honneur du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées, et il a même eu l'audace de planter sa tente à l'hôtel Marigny en plein centre de Paris. Et une année après, le même Sarkozy qui a reçu de l'argent pour sa campagne électorale l'a dézingué avec une unité spéciale des services spéciaux français, parce que précisément, c'était dans l'objectif, il fallait éliminer Kadhafi. Très bien. Giuseppe, cet imbroglio où la question libyenne, on l'a vu, et nos invités, et vous aussi, vous ne cessez pas de le dire, est au cœur des enjeux et au cœur des jeux des puissances occidentales. En 2020, c'est l'espoir pour le peuple libyen, puisqu'on parle de la signature d'un accord de paix sous l'égide de l'ONU. Quand on parle de signature de l'accord de paix, c'est qu'il y a conflit armé. Est-ce que vous pouvez brièvement nous faire un retour sur ce qui s'est passé pour arriver à la signature de cet accord de paix ? Oui, tout à fait. Là, la situation chaotique de laquelle on parlait et la possibilité d'avoir un accord
entre les différents acteurs a amené la possibilité d'avoir des intérêts communs pour arriver à un processus électoral qui pouvait définir les rapports de pouvoir entre les différents acteurs dont on parlait. Mais en fait, la possibilité d'avoir ça, la possibilité même que la mission des Nations Unies, UNSMIL, puisse amener un contexte de paix dans un pays qui, comme on disait, a été divisé par les catastrophiques attaques de l'OTAN de 2011, mais aussi par tout ce qui s'est passé après 2011 et les divisions politiques qui ont amené différents acteurs politiques à jouer un rôle dans les divisions antérieures. Il faut justement se souvenir des mots qui Bathily a prononcés quand il a décidé de démissionner. Il a directement accusé d'un manque de volonté politique de faire les intérêts du peuple libyen. Et en fait, c'est ça plutôt un des mots-clés pour comprendre la mission qu'un accord de paix devrait avoir posé à. Il faut considérer justement la présence d'armements qui, tous les pays étaient complètement bondis par, et il faisait même se libérer de la présence d'armements, et ça c'était un des points plus importants que l'ONU défendait dans ce moment-là, et l'autre c'était d'avoir un envoyé spécial qui pouvait faciliter un processus de dialogue national. Même le 28 avril, c'était la date dans laquelle il pensait qu'il devait avoir lieu la conférence de réconciliation nationale interlibyenne, et même celle-là, cette date-là a été déplacée, on ne sait pas quand ça aura lieu, et donc l'idée c'était de promouvoir un dialogue entre les différentes factions libyennes pour un discours d'unité nationale, pour promouvoir des élections. Et en fait, ça c'était très compliqué. Si on pense à Stephanie Williams et aux autres envoyés spéciaux des Nations Unies, ils ont tout fait, ils ont eu beaucoup de problèmes et c'était très problématique. On peut se souvenir de Jan Kubis, c'était avant de Bathily, comment il a essayé aussi, mais juste un an, il a pu faire des efforts pour avoir des élections, mais c'était complètement compliqué. Maintenant, là, il y a même la possibilité qu'il y aura un nouveau envoyé spécial des Nations Unies. Il y a le mot de Stéphanie Khoury, et il y a eu des rencontres aux Nations Unies entre le représentant libyen aux Nations Unies, l'ambassadeur Taher El-Sonni et Khoury, mais il faut toujours se souvenir que sera Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui décidera qui sera le nouveau représentant spécial, le nouveau envoyé spécial des Nations Unies par la Libye. On va voir si le nouveau représentant des Nations Unies par la Libye et la mission en général UNSMIL en Libye aura la possibilité de mettre sur une table la discussion et la paix et l'accord qui, en 2020, pouvait être vraiment très proche, très possible, et après, à la fin des comptes, ça continue à diviser, à amener à des distinctions politiques qui continuent et qui ne donnent pas la possibilité aux Libyens d'avoir un gouvernement unitaire. Et c'est très important le rôle que les pays voisins peuvent avoir dans ce discours. On parlait d'Algérie, on parle de Tunisie, et les rencontres qu'il y a eu à Tunis lundi, le 22 avril, du comité tripartite des trois pays, de la Tunisie, de l'Algérie, avec la présence du président du Conseil libyen, Mohamed Al-Menfi. Ça, c'est une autre plateforme, c'est un autre endroit où la possibilité d'avoir un dialogue pour arriver à des définitions sur des causes très problématiques. Par exemple, ils ont parlé d'immigration illégale, mais ils ont parlé aussi de marché pétrolier, ils ont parlé aussi des questions sécuritaires, qui sont les trois sujets sur lesquels il faut gérer les discours et l'accord de paix dans ce moment en Libye. Très bien. Très chers téléspectateurs, vous êtes en direct sur Al24. Nous regardez Cap sur l'Afrique et on va se retrouver tout de suite après cette courte page publicitaire.
Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique. Et ce soir, on se penche sur le dossier libyen, l'imbroglio libyen. Et j'ai le plaisir d'être accompagné de Linda Larbaoui, analyste politique, de Monsieur Ayechi, observateur des questions internationales, et de Giuseppe Acancia, journaliste spécialiste de l'Italie. Je viens vers vous, Linda Larbaoui. On parle depuis tout à l'heure de division politique au sein de la Libye. Est-ce que finalement, les dirigeants libyens, quand on parle de... Est-ce que finalement, ils ont un projet différent? Est-ce que c'est l'idéologie qui est différente? Qu'est-ce qu'on veut dire précisément par les divisions politiques au sein de la Libye? Chacun essaye de défendre, pas les intérêts de la Libye, mais les intérêts d'un autre pays, bien sûr, qui lui a donné un certain pouvoir. Mais il y a un pays aussi que c'est rare qu'on parle de lui, c'est le rôle de l'Égypte dans cette déstabilisation et dans le soutien de Haftar. L'Égypte, on voit son rôle à Gaza, on voit ce que les Égyptiens font, mais également, il y a l'affaire Sirli, par exemple, qui avait fait parler d'elle, où les Égyptiens sont impliqués dans le massacre de trafiquants de semoule, d'huile, en les bombardant. Il y a Marsa Matrouh qui a été utilisé plusieurs fois pour bombarder la Libye. On ne parle jamais de l'Égypte et son rôle occulte dans tout ça. L'Égypte joue un rôle crucial pour la stabilisation de la Libye, puisqu'il y a une très grande frontière entre la Libye et l'Égypte. Et il y a à peu près 2 ans, j'avais écouté Monsieur Abdelaziz Mjahed, qui expliquait, c'est un homme, il sait de quoi il parle, hein, il expliquait les visions qu'avait l'Égypte justement depuis Jamal Abdel Nasser pour essayer d'occuper une partie de la Libye par rapport à la richesse en hydrocarbures. Et il a donné tout un récit là-dessus. Donc nous sommes toujours aujourd'hui dans ça. L'Égypte qui est très alliée avec les Émirats arabes, donc sans l'Égypte, les Émirats arabes ne peuvent pas rester dans le coin. Ils vont partir, ils vont quitter la Libye. C'est l'Égypte qui maintient les Émirats arabes et c'est l'Égypte qui pille, puisque la presse arabo-musulmane dénonce un pillage de plus de 130 milliards de dollars que l'Égypte doit à la Libye au niveau des hydrocarbures et au niveau des signatures qu'il y a eu à l'arrivée de Sisi. Donc cet argent, est-ce que la Libye va le récupérer ou pas? Est-ce que le rôle des Émirats arabes, il va être arrêté par les Égyptiens ou pas? Donc il y a les pays frontaliers qui jouent un rôle. Nous faisons partie de ces pays frontaliers, la Tunisie également, mais il ne faut pas exclure le rôle de l'Égypte dans tout ce qui est en train de se passer, et au contraire, il faut le dénoncer. Très bien, Monsieur Ayechi, en 2021, c'est un nouvel espoir qui se dessine en Libye, lorsque la Libye prend le chemin des élections, et tout d'un coup de théâtre. Les élections sont annulées et on revient encore une fois à cette impasse. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les élections ne se tiennent pas? Ce qui s'est passé, c'est l'intervention étrangère. Les élections ont été une résolution, sinon une recommandation des Nations Unies, c'est-à-dire sur la base du rapport de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, et après discussion avec les différentes parties libyennes, le passage obligé, ce sont les élections pour asseoir un début d'ordre constitutionnel, et cela ne s'est pas fait, alors que c'était un des chemins vers la stabilité du pays. Cela ne s'est pas fait parce que tout simplement, ça ne servait pas les agendas des donneurs d'ordre à partir des capitales étrangères. Et donc, la démarche a été sabotée en sous-main par ces mêmes pays qui, au sein de l'ONU, votent des résolutions qui ne sont pas respectées. Et cela nous amène à la remarque de 2 choses. La première, c'est donc l'obsolescence du système des Nations Unies. Les Nations Unies qui maintenant démontrent de façon claire qu'elles sont dans une situation archaïque, c'est-à-dire que les recommandations de l'ONU, les résolutions du Conseil de sécurité, les mécanismes des Nations Unies ne marchent pas très bien pour assurer leur mission qui est de sauvegarder la stabilité et la sécurité dans le monde. Le deuxième, c'est le cynisme, l'hypocrisie de ces États qui, nous l'avons dit à plusieurs reprises maintenant, interfèrent dans la situation dramatique que vit le peuple libyen. J'en veux pour preuve que, par exemple,
concernant toutes ces parties, parce qu'il y a non seulement l'Est et l'Ouest de la Libye, mais dans l'Est, il y a plusieurs parties, dans l'Ouest, il y a plusieurs parties. Et donc, ajouter à cela les interférences étrangères, ça fait une foire indescriptible de la situation libyenne. On n'en parle pas beaucoup, je voudrais qu'on insiste là-dessus, sur le drame de l'immigration clandestine. La Libye est le principal point de départ de l'immigration clandestine qui voit des milliers de morts chaque année dans la Méditerranée. Et l'un des parrains de ce trafic innommable, inhumain, est tout simplement l'ancien chef de l'Al-Qaïda en Libye, Abdelhakim Belhaj, qui est milliardaire maintenant, qui parraine ce trafic d'immigration clandestine et qui est parrainé par des puissances occidentales, tout simplement. M. Belhaj a été reçu à 2 reprises pendant la crise libyenne par M. Sarkozy à l'Élysée. Et aujourd'hui, alors qu'il était chef de l'Al-Qaïda. Donc, regardez un peu toutes les contradictions qui, tout simplement, ne font que servir des intérêts de façon cynique et hypocrite quand il s'agit de le faire sur le dos des autres peuples. Et donc, aujourd'hui, c'est le peuple libyen qui paye. Et bien entendu, encore une fois, la solution ne peut venir que des Libyens eux-mêmes quand ils mettront de côté d'abord leur dépendance vis-à-vis de l'étranger. Et cela, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et deuxièmement, surtout, quand ils verront, ils mettront que l'intérêt du peuple libyen et de la Libye au-dessus de toute leur ambition personnelle et de leur ego surdimensionné. Très bien, M. Hayachi. Je viens vers vous, Giuseppe Acconcien. On l'a dit tout à l'heure, la tripartite ou le sommet ou la réunion consultative tenue en Tunisie entre le président algérien Abdelmajid Tebboune, le président tunisien Kais Saïed et le président du Haut Conseil libyen Younes El Menfi est sorti sur des points avec son dernier communiqué, avec le communiqué pour clore cette rencontre a mis en exergue la question libyenne et on l'entend parler de la sécurité, mais aussi d'un processus libo-libyen. À votre avis, quelle forme peut prendre ce processus de discussion libo-libyen? Comment est-ce qu'on peut mettre en place une feuille de route libo-libyenne à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, mais surtout sans prendre le risque que les puissances étrangères viennent mettre un coup de pied, encore une fois, dans la fourmilière? Et ça, c'est très important de voir un processus complètement libyen qui amène tous les différents acteurs impliqués dans le présent chaos politique à dialoguer, à discuter sur un discours d'unité nationale. Il y aura plusieurs domaines dans lesquels ce dialogue pourrait avoir lieu. On peut faire un exemple avec la ville de Derne. La ville de Derne, dans l'automne passé, a été touchée par une catastrophe climatique qui a amené des milliers de morts. Et il y a eu plusieurs divisions même dans la gestion de cette catastrophe climatique. D'un côté, il y a eu une division entre les deux gouvernements de Tobrouk et de Tripoli dans la façon de gérer même le moment dans lequel il y avait le moment plus problématique pour la ville de Derne. Et même maintenant, on peut dire qu'on est dans une phase de reconstruction. Il y a des divisions très fortes entre le gouvernement de Tobrouk et le gouvernement de Tripoli pour aboutir à commencer la reconstruction. Donc il y a un fonds de 400 millions de dollars du gouvernement de Tobrouk qui devrait gérer le moment de reconstruction dans la ville de Derna, qui sera géré par Haftar et Saddam Haftar et Belgassim. Et de l'autre côté même, il y aura un autre fonds qui vient de Tobrouk. Donc il y a des fonds qui doivent être financés par la Banque centrale libyenne. En même temps, la Banque centrale libyenne a besoin d'avoir le financement qui permet de donner l'argent à Derna pour commencer la reconstruction. Mais ce côté-là de reconstruire la ville de Derne qui a été détruite pas dans le côté touché par la catastrophe climatique qui a amené l'automne passé à milliers de morts, pour être le moment dans lequel les institutions libyennes doivent commencer à parler, à dialoguer, à avoir une façon de trouver un accord pour
essayer de reconstruire la ville d'Éden. Sinon, si ça ne va pas se vérifier, il y aura toujours des puissances internationales qui auront à dire un mot dans les divisions libyennes et dans tous les enjeux qui sont dans ces divisions-là. Par exemple, on a parlé du marché pétrolier et là, les grandes puissances européennes, on pense au Royaume-Uni, à la France, à l'Italie, et comment ils sont engagés dans ce côté-là. On parlait avant du côté immigration et aussi la gare côtière libyenne, comment est impliquée dans tous les désastres des migrants, des immigrés qui trouvent la mort dans la Méditerranée centrale. Et tout ça sont les problèmes qui devraient être, devraient trouver une solution unitaire s'il y aura dans le futur un gouvernement unitaire à Tripoli qui pourrait gérer tous ces enjeux qui continuent à diviser la Libye et surtout à rendre très difficile la vie quotidienne des Libyens. Très bien, merci Giuseppe. Linda, je vous pose la même question. À votre avis, quelle forme pourrait prendre ce dialogue libo-libyen ou cette solution libo-libyenne, mais toujours en mettant en prenant soin qu'il n'y ait pas d'intervention étrangère? Comment on peut baliser ça comme on l'a vu, la dynamique des enjeux et des géopolitiques depuis 2011-2014, où toutes les dates clés de la Libye, et à chaque fois la main étrangère était là pour détruire l'espoir du peuple libyen? Si on boycotte justement les efforts de l'Algérie, c'est parce que l'Algérie a une expérience dans tout ça. La Libye est tribale et l'Algérie a une expérience pour régler des problèmes entre tribus. Nous avons une expérience dans ça. D'ailleurs, ça nous a aidé un petit peu dans le Sahel. Donc la Libye, aujourd'hui, il faut sortir justement de tous ces représentants qui sont là et qui sont gérés par des forces étrangères et revenir à la tribu et aux chefs de tribu. Et c'est comme ça que l'Algérie voyait pouvoir régler le problème et nous avons été boycottés. Donc, pour sortir de cette impasse, il faut revenir à l'origine des choses. Et l'origine, c'est ça, c'est la tribu. Et aussi, il faut contrer tous ceux qui essayent de jouer un sale rôle dans l'histoire. Ce qui se passe aujourd'hui, regardez bien, au niveau de la géographie, tout ce qui est Méditerranée, mer Méditerranée, c'est du gaz offshore. Tout à l'heure, je parlais de l'Égypte. L'Égypte a cédé son gaz offshore à l'entité sioniste, en pensant bien sûr, parce qu'ils étaient dans le projet justement de domination. Si la Turquie a intervenu justement en Libye, c'est pour empêcher que la Turquie perde aussi son pouvoir à Chypre et en mer Égée. Tout est une question d'hydrocarbures, tout est une question de gaz. Et puis, il y a des pays qui ont joué justement avec des forces étrangères. Et celui qui subit aujourd'hui, c'est le peuple libyen. Mais il faut éviter tous ces représentants parce qu'ils sont tous impliqués avec un pays ou un autre dans des histoires, dans du pillage, donc ils ne peuvent pas régler ça. Mais la tribu peut régler ce problème. Très bien, Monsieur Ayachi, je viens vers vous. On vient de le dire, le communiqué final de la tripartite qui a consacré un long chapitre à la Libye et mettant justement en exergue les interventions étrangères. Est-ce que justement c'est une façon pour les trois pays et cette réunion consultative de mettre fin à tout aventurisme politique ou à toute volonté de vouloir surfer sur la démission de Bathily en y voyant peut-être une porte qui s'ouvre pour encore plus plonger la Libye dans le chaos? L'émission de Bathily, d'une certaine façon, était programmée déjà, puisque cela ne fait pas les affaires des grandes puissances. Non, ce qu'il faut, vous savez, un responsable politique, il peut avoir des ambitions de promotion politique, c'est tout à fait normal. Il doit aussi avoir le courage politique d'être activé par un patriotisme qui doit laisser les intérêts du pays avant tout. Et donc, il faudra aux responsables libyens aujourd'hui un courage politique pour pouvoir s'affranchir des partenaires étrangers et revenir vers une solution. Il n'y a pas d'autre solution que celle qui a été prônée par l'Algérie depuis 2011, c'est-à-dire récupérer l'indépendance de la décision politique des Libyens et des Libyens seulement pour se mettre autour d'une table
et essayer d'engager ce que nous avons dit depuis maintenant 10 ans, un dialogue inclusif qui ne laisse aucune partie en dehors de ce dialogue pour que, au prix de concessions et de compromis, on puisse arriver à une solution libyenne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un souci majeur qui est partagé par l'Algérie avec tous ses voisins. C'est la sécurité des peuples, c'est la sécurité des États, c'est la stabilité de ces mêmes États. Et cette stabilité ne peut venir que par les dirigeants des pays principaux. C'est un des grands objectifs de la réunion de Tunis, qui a été d'ailleurs approuvé par les 3 chefs d'État. Et par conséquent, si on ajoute d'autres points accessoires, la complémentarité économique, les problèmes d'immigration, mais le gros problème, c'est le problème de la sécurité, parce que c'est à partir de la sécurité que peut exister un État indépendant, souverain et capable de diriger son destin. Très bien. Monsieur Giuseppe Acancia, comme vient de le dire notre invité, Monsieur Ayachi, la Libye et le Sahel sont au centre de toutes les préoccupations sécuritaires notamment. Est-ce que finalement aujourd'hui on peut considérer qu'avec cette intervention étrangère, ou comme l'a signalé tout à l'heure M. Ayachi, cette agression étrangère en Libye, ça a été une porte ouverte pour le Sahel, mais surtout pour créer un abcès sécuritaire. Là aussi, on a l'impression de ne plus pouvoir sortir de la crise sur l'ensemble du Sahel. Oui, tout à fait. Et en fait, là, il faut toujours se souvenir qu'il y a des villes en Libye où les djihadistes ont pu vraiment vivre et développer leurs projets djihadistes. On pense à la ville de Sirte, on pense à la ville de Derne et d'autres villes côtières où ils ont pu amener, et le problème sécuritaire a été devenu comme central pour la gestion locale du pouvoir. Donc oui, il y a un problème lié surtout après 2013, même des ressortissants des pays voisins qui arrivaient en Libye et qui ont amené la crise du djihadisme dans le pays, et ça a contribué à amener moins de stabilité dans le pays, donc un manque de stabilité amené par un manque de sécurité, et ça, il faut toujours se souvenir que doit être ajouté à la présence de centaines de milices, et les deux côtés ensemble et le contrôle des groupes djihadistes et les milices ont des terminaux du pétrole ne sont des enjeux très importants pour la stabilité future de la Libye, qui toujours est un rentier state, un pays qui a besoin du gaz et du pétrole pour continuer à vivre un processus de développement qui doit être le plus possible égalitaire. Donc ça serait très important de gérer les questions de sécurité et de tourner la page du djihadisme, tourner la page des groupuscules qui sont arrivés dans des villes et des fois ont même géré d'avoir des connexions avec les supporters de Gheddafi et dans les villes où Gheddafi a passé part de sa vie. Donc très important de libérer complètement ce recul des groupuscules djihadistes. On se souvient par exemple d'Ansar al-Sharia qui avait un rôle dans les villes côtières libyennes pour amener la stabilité dans le pays, et avec la stabilité en Libye, ça doit amener à commencer à avoir moins d'implications de puissances étrangères et plus de dialogue entre les Libyens. Très bien, merci Giuseppe. Mesdames, Messieurs, on arrive presque à la fin de cette émission. Madame Larbaoui, vous avez 30 secondes pour un dernier mot. Et comme vous savez, Cap sur l'Afrique, on aime être positif pour finir notre émission. Alors, vous n'avez pas le choix, il faut être positif pour finir cette émission. Je vais être très positif. Je vais rappeler à notre ami que le djihad, c'est pas le terrorisme. Donc, il faut plus reprendre les mots employés par l'Occident. Le djihad, c'est du djihad, et le terroriste est un terroriste, c'est pas un djihadiste. Merci. Très bien, merci Madame Larbaoui. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut qu'on adopte notre propre terminologie, puisque c'est par la terminologie qui est véhiculée aussi le pouvoir de l'Occident sur le tiers-monde. Monsieur Ayachi, vous n'allez pas échapper, il faut être positif. Bien sûr. Écoutez, il y a des leçons à tirer même des malheurs des peuples. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, le drame que vit le peuple sahraoui par l'occupation marocaine. Tout ça nous amène à dire qu'il faut absolument du courage politique pour aller vers des solutions qui puissent permettre à des peuples de partager une certaine prospérité dans la paix et la sécurité. C'est ce pourquoi travaille l'Algérie avec tous ses voisins
que ce soit au sud, à l'est ou à l'ouest. Et à l'est, précisément, il s'agit de la Libye. Il faudra aujourd'hui que le peuple libyen recouvre la paix et puisse aller vers un destin meilleur que celui qu'il vit en ce moment. C'est tout ce qu'on espère. Monsieur Giuseppe Acancia, vous avez également 30 secondes pour un dernier mot. Il faut être positif comme de tradition dans Cap sur l'Afrique. Oui, que le cas libyen doit être très important pour les puissances internationales pour comprendre qu'il ne faut pas amener la démocratie ou la transition démocratique avec la guerre. Ça ne va jamais obtenir un succès. Donc il faut toujours que ce soit un processus qui part du pays, des Libyens dans ce cas-là, et jamais imposé par l'étranger. Très bien. Merci, monsieur Acancia. Merci à l'ensemble de mes invités qui m'ont accompagné ce soir. Quant à vous, très chers téléspectateurs, ainsi va l'actualité africaine. Et merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.